Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'actualité, c'est Fraternité Midi Magazine. Au sommaire de ce journal, le décret instituant le Collège des ministres conseillers à la présidence de la République soulève des inquiétudes quant à sa conformité avec les principes fondamentaux de la Constitution béninoise et de la Charte africaine des droits de l'homme. Des inquiétudes dans le rang des juristes. Ils ont décidé d'introduire une plainte dans ce sens. On en parle dans ce journal. Et puis, un commissaire d'arrondissement arrêté dans l'affaire du décès de Faisal Ouourou, ceci grâce à une enquête ouverte par les services compétents de la police. Après ce drame, vous aurez des détails. Et puis au Gabon, l'ex-ministre Hervé Patrick Opianga, introuvable depuis qu'il a été convoqué par la police judiciaire. Il a été interpellé suite à une plainte déposée par son beau-père. Ce dernier l'accuse d'abus sur une mineure ainsi que de violence inceste. Détail à suivre dans le journal Afrique. À suivre l'actualité sportive, bien d'autres nouvelles au plan national et à la boucle la revue de presse nationale qui porte la signature de Epiphane Chabi. Voilà pour le sommaire. Merci de vous installer confortablement pour suivre le développement. Radio Fraternité 96.5. Fraternité FM. Bienvenue à chacun et à tous. Un nouveau rebondissement intervient dans l'affaire du décès tragique de Faisal Ouourou survenu à Parakou après une interpellation policière. Ce mardi 26 novembre 2024, les autorités se sont rendues au cimetière musulman de Parakou où repose le défunt depuis le mercredi 20 novembre dans le but d'exhumer son corps. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'enquête judiciaire supervisée par le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Parakou. Selon les informations recueillies, cette étape vise à permettre des analyses complémentaires sur le corps de Faisal afin de déterminer avec précision les causes de son décès. Le décès de ce jeune homme interpellé par les agents de la police républicaine avait suscité une vive émotion et une large indignation sur les réseaux sociaux. Face à la montée des critiques, la police républicaine avait exprimé sa compassion et annoncé l'ouverture de 2 enquêtes, une judiciaire et une administrative. Cette démarche témoigne de la volonté des autorités de faire toute la lumière sur cette affaire qui continue de secouer l'opinion publique. Pour rappel, 7 policiers ont été placés en arrêt de rigueur en attendant les conclusions des enquêtes. L'édition se poursuit, je l'annonçais en titre, un commissaire d'arrondissement arrêté dans l'affaire du décès de Faisal Ouourou, ceci grâce à une enquête ouverte par les services compétents de la police républicaine après le drame. Il s'agit de Bani Tiki, responsable de l'unité de police du 2e arrondissement de la 3e ville à statut particulier du Bénin. Ce dernier est accusé de laxisme dans la gestion de l'unité placée sous sa responsabilité selon nos sources. L'enquête a permis d'établir la responsabilité de 7 fonctionnaires de police repartis comme suit: 4 agents de police de 2e classe, un agent de police, un sous-brigadier de police et un commissaire de première classe. Parmi eux, 4 appartiennent à la compagnie mobile d'intervention. Autre volet de l'information dans ce 13h, retenez que les lauréats de la cohorte 3 de la compétition de plan d'affaires sont désormais connus et primés. 20 candidats ont planché vendredi 22 novembre à Parakou et les 5 meilleurs ont été retenus. Une initiative du projet EJASA SNV dans le cadre bien entendu de la promotion de l'entrepreneuriat prôné par le gouvernement. Le projet Emploi des jeunes pour une amélioration de la santé alimentaire a entrepris de mettre en compétition des jeunes à travers leur plan d'affaires. L'objectif de cette compétition de plan d'affaires est de mettre en lumière les idées de projet des agripreneurs champions. Ceci leur permettra, selon les organisateurs, de décrocher des financements au niveau des structures de microfinance et d'être aussi soutenus par le projet EJASA dans leur idée de projet. Moussa Biatou Saloufou est conseillère chargée de l'accompagnement et l'accès au financement du projet EJASA SNV. Elle explique dans cet extrait
les différentes étapes et les critères d'évaluation et de sélection. Pour arriver à cette étape, il y a d'abord eu les étapes communales. Donc dans chaque commune, il y a eu une compétition. Et à ce niveau-là, nous avons 20 finalistes qui sont en lice maintenant. Et pour cette compétition de finale, il y a 6 critères pour les évaluer. Le premier critère, c'est la faisabilité de leur idée de projet. Ensuite, nous avons la valeur ajoutée, ce que ça apporte de plus. Nous avons l'impact social, nous avons la compétence, l'investissement. Les critères de sélection, nous avons plusieurs étapes pour arriver à cette phase finale. D'abord, la première étape, c'est la sélection des champions parmi les agripreneurs que nous accompagnons. Et cette sélection a été faite avec un ensemble de membres de jury sur la base d'entretien. Après la sélection des champions, nous avons mis les champions de chaque commune en compétition. Nous intervenons dans 6 communes. Donc au niveau de chaque commune, nous avons 3 lauréats qui sont sortis au niveau des phases communales. Et ce sont ces lauréats-là qui se réunissent maintenant pour la compétition finale. Il faut dire que pour les jeunes entrepreneurs agricoles, c'est donc l'entrepreneuriat qui est encouragé et célébré à travers ce concours de pitch. Sada Laouli est le coordonnateur du projet EJASA SNV. Selon lui, cette compétition régionale intervient dans un contexte particulier. Il n'a pas manqué de féliciter les compétiteurs pour leur engagement. On écoute le coordonnateur du projet EJASA SNV, Sada Laouli. Pour ce grand événement annuel que EJASA organise, il est d'autant plus grand cette année qu'il se déroule dans un contexte un peu spécial. Pourquoi? Parce qu'il se déroule pendant le mois de l'entrepreneuriat qui, en tout cas pour la première fois au Bénin, du moins du côté de EJASA, on s'est investi et on a aussi contribué à l'animer. Donc c'est à l'intérieur de ce mois-là. Et aussi à la suite, plus spécialement, nous concernant, des journées communales de l'entrepreneuriat, auxquelles journées vous avez grandement contribué. La deuxième chose, ce sera de vous féliciter, sincèrement. Sachez que vous êtes déjà des champions de champions, parce que c'est dans un lot de 174 champions que vous avez été sélectionnés. Ça veut dire que déjà, en plus d'être champion, c'est une crème. Et c'est ça l'essentiel. Ça, c'est déjà un aboutissement et je tiens sincèrement à vous féliciter pour cela. La troisième chose, ce sera de remercier tous nos partenaires techniques et financiers qui sont présents avec nous, mais qui l'étaient aussi pendant ces journées communales de l'entrepreneuriat. Les 5 gagnants ont reçu des financements dont les montants varient de 150 000 à 500 000 francs CFA. Gani Florence Sokoto Chabi est la première lauréate. Elle se dit heureuse, tout comme le chef de l'antenne nationale pour l'emploi du Borgou, Edgar Sambieni, qui a salué l'initiative qui, à ses yeux, doit être encouragée en ce sens qu'elle permet aux jeunes porteurs de projets d'aller à la quête du financement. Je suis vraiment très contente. Les mots me manquent pour exprimer ma joie. Je remercie toute l'équipe de l'organisation qui ont fait un bon travail. Nous tous ici, nous avons mérité, seulement qu'on ne pouvait pas prendre tout le monde. Je remercie nos différents coachs qui nous ont accompagnés durant toute cette période. Se préparer pendant 2 semaines, ça n'a pas été facile pour chacun d'entre nous ici. Je remercie le Dieu Tout-Puissant de m'avoir accordé une seconde fois cette chance-là de remporter le premier prix. J'ai un peu qu'apprécié l'initiative du projet EJASA, parce que dans les communes de ce lointain face aux jeunes candidates et candidats qui n'ont pas l'habitude, je crois que c'est une innovation qui permet à ces jeunes d'apprendre à vendre ce qu'ils ont comme compétences. C'est une initiative qu'il faut vraiment encourager pour que dans l'avenir, ces jeunes soient en mesure d'aller rechercher des financements à travers des formations acquises dans le cadre de coaching en élaboration de plans d'affaires. Ces initiatives qui sont prises, c'est toujours la promotion de l'emploi à travers même ce que le projet EJASA est en train de faire, et ça permet vraiment la création de l'emploi. Notons qu'avant d'en arriver là, les candidats ont suivi des formations et les lauréats seront suivis dans la mise en œuvre de leur projet. C'est donc un pas de plus qui vient ainsi d'être franchi à travers cette compétition. Cette édition se poursuit, mais avant, nous allons marquer une courte pause. Malgré la décision de la Cour constitutionnelle du Bénin validant un décret controversé, plusieurs juristes ont décidé d'introduire une plainte devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Le décret en question, pris le 9 janvier 2024, institue un collège des ministres conseillers à la présidence de la République, mais soulève des inquiétudes quant à sa conformité
avec les principes fondamentaux de la Constitution béninoise et de la Charte africaine des droits de l'homme. Les juristes contestataires soulignent que le décret contrevient à l'article 26 de la Constitution qui garantit l'égalité de tous devant la loi et à l'article 13 de la Charte africaine des droits de l'homme qui assure à chaque citoyen le droit de participer librement à la direction des affaires publiques. Selon eux, le décret impose des conditions discriminatoires en exigeant que les ministres conseillers soient proposés exclusivement par des partis politiques soutenant la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, ce qui enfreint le droit à une participation politique libre et égalitaire. Ces juristes demandent à la Commission africaine des droits de l'homme d'examiner la recevabilité de leurs plaintes malgré la décision de la Cour constitutionnelle et de se prononcer sur le fond du dossier. Autre volet de l'actualité, le ballet des ministres devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale pendant ce temps se poursuit. Ce lundi, ce sont les ministres de l'eau et des mines, celui de la justice et de la législation, puis enfin celui en charge des petites et moyennes entreprises qui ont défendu respectivement leur budget pour l'année 2025. Le ministre de l'eau, Samou Seydou Adambi, a défendu un budget ambitieux de 203 146 170 526 francs CFA, ce montant en hausse de 22,41% par rapport à 2024 marque une augmentation significative des investissements dans les secteurs de l'énergie, de l'eau et des mines. Pendant ce temps, le ministre de la Justice, Yvon Detchenou, a défendu, lui, un budget de 37 655 millions, un budget en hausse qui est destiné à l'amélioration de l'accès à la justice à travers la construction des juridictions et établissements pénitentiaires ainsi que la dématérialisation des services. Le budget établi par le ministère de la Justice vise aussi la poursuite de l'équipement des services et les unités judiciaires en matériel informatique et logistique, la réorganisation fonctionnelle des unités judiciaires et le renforcement des ressources humaines. Quant au ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, Modeste Kérékou, il a défendu un projet de budget qui s'élève à 20 44 millions de francs CFA, soit une augmentation de 10,54 milliards par rapport à l'année précédente. Cette hausse vise à renforcer le projet d'inclusion des jeunes prodiges et le projet d'appui à l'entrepreneuriat du Bénin. Au total, voilà donc les ministres qui ont planché devant la commission budgétaire. 1999-2024, nous sommes dans un autre registre, bien entendu. Ça fait exactement 25 ans maintenant que le quotidien Fraternité, paraissant à Cotonou, précisément au quartier Ménotin, a vu le jour. 25 ans après, les responsables de l'organe prévoient une célébration empreinte de solennité et preuve de la satisfaction du chemin parcouru en prélude justement à l'événement prévu pour être marqué avec faste la rédaction de Radio Fraternité appartenant au même groupe de presse que le quotidien vous propose une série d'articles pour vous replonger dans l'historique du parcours de leader de la presse écrite dans le paysage médiatique béninois. Dans ce cadre, Adrien Tchomakou nous a accordé une interview. Selon les détails à nous apporter, le quotidien Fraternité existe grâce à la volonté manifeste de deux acteurs importants de la vie sociopolitique nationale. Il s'agit de El Hadj Issa Saleh Salifou et Malik Gomina, à qui il tient avant tout à rendre un vibrant hommage. On écoute Adrien Tchomakou, président du comité d'organisation des 25 ans d'existence de l'organe. Premièrement, je voudrais rendre hommage à Issa Salifou, qui est le PDG du quotidien Fraternité. Rendre ensuite hommage à Malik Gomina, qui est le directeur général du groupe de presse Fraternité. C'est vrai, vous pouvez me dire qu'ils sont des acteurs politiques et que ils sont de l'autre côté à l'Assemblée nationale pour défendre l'intérêt national, mais il aurait fallu que Issa Salifou tienne la main de Malik Gomina, que Issa Salifou crée le quotidien Fraternité pour que des milliers de jeunes puissent en bénéficier, pour que le peuple béninois puisse
savoir réellement ce qui se passe en République du Bénin. Il aurait fallu que cette entreprise de presse soit créée afin que le peuple béninois ne prenne connaissance quotidiennement et presque tous les jours l'information, la vraie information, l'information réelle, l'information qu'il fallait, l'information qu'il faut suivre. Il faut dire que, selon l'histoire, c'est Issa Salifou qui, dans l'optique de porter désormais la voix des sans-voix, a pensé à la création de cet organe de presse. Fraternité, en réalité, c'est d'abord la voix des sans-voix. C'est Fraternité qui porte l'information que des gens ont peur d'avancer. Celui qui est également le directeur de publication du quotidien Fraternité a ensuite relaté les circonstances de la création du journal et son élogieux parcours parsemé de professionnalisme et d'abnégation, mais également de difficultés inhérentes à toute activité. Adrien Tchomakou y voit un parcours exceptionnel qui mérite d'être salué et célébré. Reçu dans les locaux de Radio Fraternité à Parakou dans le cadre des préparatifs de cet anniversaire, il a surtout remercié les différents acteurs intervenant à tous les niveaux de l'organe car les performances de l'organe à l'honneur et sa notoriété sont dues au travail acharné abattu par chacun de ceux qui appartenaient justement à la rédaction. On écoute Adrien Tchomakou. Parlant de l'historique de Fraternité, il faut noter que c'était un 1er décembre, plus précisément le 1er décembre 1999, que le premier numéro du journal Fraternité a été laborieusement publié, a été laborieusement mis sur le marché, a été laborieusement envoyé dans nos kiosques. Il faut avouer que pendant ce temps, jusqu'à ce jour, ça fait 25 ans. Et pendant ces 25 ans, beaucoup de choses se sont passées. D'abord, il faut dire que sous l'acropole de Guy Quenom, qui fut le premier directeur de publication de cet organe de presse, de quotidien Fraternité, qui aujourd'hui constitue le label de la presse béninoise, il faut dire que c'est toute une équipe. C'est toute une équipe rompue à la tâche. C'est une équipe déterminée à servir l'information crédible au peuple béninois. C'est une équipe qui, pendant 25 ans, ne cesse de servir convenablement la nation béninoise. Mesdames, Messieurs, l'édition se poursuit, mais cette fois-ci avec les sports. Et c'est avec Jacques Débé, déjà installé. Bonjour. Bonjour, Raoul Sivougounoukan. Guépard du Bénin, Gernot Rohr, parle de la discipline au sein de l'effectif. Oui, le Bénin sera à la CAN 2025 après son nul contre la Libye lors de la 6e journée la semaine dernière. Mais pour parvenir à ce résultat, les Guépards ont dû instaurer une grande rigueur, imposer une véritable discipline au sein de l'effectif. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Gernot Rohr, le sélectionneur national, dans une interview accordée à nos confrères de BIP Radio. Toute l'équipe prenait les repas ensemble et au même moment, mieux, les repas étaient sanctionnés d'amendes. Il y a des amendes qui sont appliquées et on a une caisse gérée par les joueurs eux-mêmes pour ça. Et c'est Saturné Alagbé qui s'en charge. Si vous avez un petit retard de 2 minutes, c'est dans 20 €. Mais à partir de 5 minutes ou plus, l'amende peut être à 50 €. A donc laissé entendre le sélectionneur national. On comprend donc pourquoi les Guépards ont réussi à maintenir cet état d'esprit qui leur a permis d'obtenir la qualification pour la CAN 2025. Voilà. On poursuit maintenant avec la Ligue des Champions, 5e journée. Vous nous dévoilez les affiches de ce mardi. 9 matchs au total sont au menu ce mardi pour le compte de la 5e journée de la Ligue européenne des champions, dans le choc entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain à l'Allianz Arena à partir de 21h. 2 équipes en difficulté dans cette Ligue des champions, nouvelle formule, et qui ont besoin des points. Le Bayern 17e avec 6 points et le PSG 25e avec 4 points doivent gagner pour espérer ne pas se compliquer la tâche, ce qui permet d'avoir du beau spectacle certainement ce soir. À suivre aussi le Barça qui accueille le stade brestois à la même heure. Un match déséquilibré sur le papier, mais attention tout de même au club breton, actuellement 4e avec 10 points. L'Atlético Madrid se rend de son côté en République tchèque pour défier le Sparta Prague un peu avant à partir de 18h45 pendant que le Milan AC sera aussi en déplacement sur le terrain du
du Slovan Bratislava. Ne pas manquer aussi le match entre Manchester City et le Feyenoord Rotterdam à 21h. L'Inter Milan accueille Leipzig à la même heure et les Young Boys reçoivent l'Atalanta Bergame alors que le Bayer Leverkusen offre une hospitalité au FC Salzbourg. Merci Jacques Débé, c'était les sports. On va poursuivre avec les nouvelles sur le continent. Et je suis avec Mansour Atou, Adéni Djibril, bonjour. Bonjour Raoul Steve Gounouko. Direction le Niger, l'exportation de ferraille est interdite. À compter du 21 novembre 2024, l'exportation de ferraille est interdite dans le pays. Cette décision annoncée par le ministre du Commerce et de l'Industrie vise à mieux gérer les ressources naturelles du pays. Cependant, pour exporter d'autres métaux tels que l'aluminium, le cuivre, les opérateurs économiques devront désormais obtenir une autorisation préalable du ministère du Commerce et de l'Industrie. Les agents des services de contrôle économique et les forces de l'ordre seront chargés de veiller à l'application de ces nouvelles mesures et sanctionner les contrevenants. Et pendant ce temps, au Nigeria, au moins 30 civils tués dans une série d'attaques. C'est dans l'état de Borno. Effectivement, au moins 30 personnes ont perdu la vie dans une série d'attaques menées par des bandes armées au Nigeria. Le drame s'est déroulé du samedi au lundi dernier dans l'état de Benue, situé au centre du pays. Les communautés de la région de Logo ont été particulièrement touchées par ces violences. Des centaines d'hommes armés ont envahi plusieurs villages, ouvrant le feu sur les habitants et les agriculteurs travaillant dans leurs champs. Les motifs de ces attaques demeurent flous, mais les autorités nigérianes ont ouvert une enquête pour faire toute la lumière sur ces événements tragiques. Et on termine par le Gabon où l'ancien ministre des Mines est introuvable. L'ex-ministre Hervé Patrick Obianga, introuvable depuis qu'il a été convoqué par la police judiciaire. Il a été interpellé suite à une plainte déposée par son beau-père. Ce dernier l'accuse d'abus sur une mineure ainsi que de violences, inceste, séquestration et usage de faux. À ce jour, aucune information fiable sur sa localisation n'est disponible. Hervé Patrick Obianga, président de l'Union pour la démocratie et l'intégration sociale, s'était récemment positionné contre le référendum constitutionnel. Il a appelé les Gabonais à voter non contre ce référendum. Merci, c'était les nouvelles africaines. Place maintenant, mesdames et messieurs, à la revue de presse nationale. Bonjour à tous, bienvenue dans cette revue de presse. Audit de la liste électorale, l'UP Le Renouveau se démarque et rejette. C'est la grosse information relayée par plusieurs publications ce matin qui nous informent qu'il s'agit d'un coup qui ne serait certainement pas sans répercussion sur l'initiative de l'audit du fichier électoral. Dans un communiqué publié hier sur ses canaux digitaux, l'Union progressiste Le Renouveau a marqué son désaccord sur le principe de l'audit du fichier électoral porté par le cadre de concertation de l'opposition. Le matinal, Fraternité, le potentiel, les 4 vérités, l'investigateur, l'informateur et bien d'autres publications en parlent précisent que dans un premier temps, le parti du Baobab a jugé qu'il n'était ni cohérent ni responsable pour une formation de la majorité présidentielle de soutenir une initiative mettant en doute un dispositif électoral qu'il a politiquement défendu et contribué à bâtir. Selon l'Union progressiste, le renouveau repris par Fraternité, l'organisation de l'audit, telle qu'elle est envisagée, découle d'une méfiance non partagée par le parti. Pour l'UP Le Renouveau, évoquer un fichier électoral reflète un décalage avec la réalité du cadre légal actuel et en outre, la proposition de créer un comité politique d'encadrement pour superviser le processus électoral a été jugée inopportune. Le parti estime selon les publications que l'ANEP en tant qu'organe purement technique a su déjà cette mission conformément aux dispositions légales et malgré ses réserves
s'achève, l'UP Le Renouveau se dit prête à collaborer avec la NIP et les autres parties prenantes dans le respect des lois. Et au regard de cette position de l'Union progressiste Le Renouveau, le matinal fait savoir que les réserves à l'initiative de l'audit du fichier électoral sont certes pertinentes, mais pour le citoyen lambda, elles pourraient s'assimiler à une fuite en avant et à une volonté d'entraver la transparence. D'aucuns prendraient cette position du parti comme un caprice d'enfant chéri de la République et plus loin. Fraternité fait remarquer que c'est l'UP Le Renouveau, le leader de la mouvance présidentielle, et les autres partis de la même obédience politique pourraient lui emboîter le pas, conclut la publication. Et dans la suite de cette revue, le balai des ministres devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale se poursuit. Selon l'informateur, le ministre de l'énergie, de l'eau et des mines Samou Seydou Adambi était au Parlement ce lundi 25 novembre 2024 pour défendre le projet de budget de son département ministériel pour le compte de l'année 2025. Et selon le Canada du Nord, il s'agit d'un projet de budget d'un montant de 203 146 170 526 francs CFA contre 165 950 806 641 francs CFA en 2024, soit un accroissement de 22,41%. Ce budget est reparti, selon le même journal, à 1,98% du montant total pour les dépenses ordinaires, pour les activités de soutien aux 3 programmes métiers, pour la mise en œuvre des projets et programmes, selon le même journal. Du document présenté par le ministre Samou Seydou Adambi aux membres de la commission budgétaire de l'Assemblée nationale réunie depuis quelques jours au Parlement, il ressort que pour la gestion 2025, les investissements porteront principalement sur la poursuite des travaux de construction des infrastructures de production d'énergie électrique, pour la consolidation et la diversification des sources nationales de production et l'autonomisation en énergie électrique, la densification des mini-réseaux solaires, la construction d'une centrale solaire photovoltaïque de 25 MW à Pobé pour porter la capacité de production du site à 50 MW, la construction d'une centrale solaire à Kandji, la construction d'une centrale thermique sur le site de Glodibé pour augmenter le parc de production et renforcer le mix énergétique du Bénin, connecter les industriels au réseau électrique et la zone industrielle au réseau de gaz, le renforcement du réseau de transport et bien d'autres activités qui sont prévues, concluent les publications. Et pendant ce temps, le crédit qui a été alloué au ministère de la Justice pour le compte de l'année 2025 s'élève à 37 655 467 244 francs CFA. Ce sont là les chiffres communiqués par le garde des Sceaux Yvon Détienois à la commission budgétaire de l'Assemblée nationale, et ce budget va permettre entre autres la poursuite de l'équipement des services et les unités judiciaires en matériel informatique et logistique, à la réorganisation fonctionnelle des unités judiciaires et au renforcement de la ressource humaine, à la réalisation des infrastructures, à la mise en œuvre du travail pénitentiaire. Et au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Kossi-Dossoui a défendu un budget de près de 146 milliards selon les publications. Il s'agit d'un projet qui s'articule autour de 2 budgets programmes, à savoir le budget du programme qui bénéficie de 14 992 millions environ pour renforcer le dispositif de production, de transformation et de commercialisation, et le budget du programme pêche et aquaculture qui est estimé à un peu plus de 7 milliards de francs CFA selon les publications. Et dans les dernières secondes, plusieurs publications nous informent qu'une enquête ouverte par les services compétents de la police républicaine suite au décès de Faisal Ouro, un jeune étudiant dans la ville de Parakou, a conduit à l'arrestation d'un commissaire d'arrondissement. Il s'agit selon les publications de Banitiki, responsable de l'unité de police du 2e arrondissement de la 3e villa statut particulier du Bénin. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette édition de l'actualité. Mais avant de prendre congé de vous, retenez que un nouveau rebondissement intervient dans l'affaire du décès tragique de Faisal Ouro, survenu à Parakou après une interpellation policière. Ce mardi 26 novembre, les autorités se sont rendues au cimetière musulman de Parakou, où repose le défunt depuis le mercredi 20 novembre. C'est dans le but d'exhumer son corps. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'enquête judiciaire supervisée par le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Parakou. Pendant ce temps, le décret instituant le collège des ministres conseillers à la présidence de la République soulève des inquiétudes quant à sa conformité avec les principes fondamentaux de la Constitution béninoise et de la Charte africaine des droits de l'homme. Des inquiétudes soulevées dans le rang des juristes
et un groupe a décidé d'introduire dans ce sens une plainte. Et puis le balai des ministres devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale se poursuit. La preuve ce lundi, ce sont les ministres de l'eau et des mines, celui de la justice et de la législation, puis celui en charge des petites et moyennes entreprises qui ont défendu leur budget pour le compte de l'année 2025. Vous avez eu des détails. Karine Djeguich a assuré le contrôle de l'édition, Lydie Meou aux manipulations techniques en direct. Raoul Steve Gounoucon, merci de m'avoir suivi. C'était le journal sur Fraternité FM. 9.